Bonjour. En effet, je suis critique d'art et commissaire d'exposition. Je me suis intéressé très tôt à l'art, puis aux technologies, et finalement au-dessus de la relation à la technologie à la relation art et sciences. Et c'est intéressant d'être ici parce que sur le plateau de Saclay, il y a beaucoup d'endroits où on s'intéresse justement aux pensées croisées entre art et sciences ou avec, par exemple, des notions qui sont communes comme la sérendipité. Quand j'ai su que j'allais venir ici, je me suis dit, il faut à tout prix que j'évoque cette œuvre. Parce qu'il s'agit aussi d'agriculture et d'une forme d'agriculture un petit peu particulière. Les artistes s'appellent Disnovation. C'est un collectif à géométrie variable, à l'international. Et ils ont décidé de faire œuvre en faisant pousser du blé. C'est pas les seuls d'ailleurs. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'art. Ça arrivera. Avant, on représentait le blé qui pousse. Aujourd'hui, on le fait pousser. Dans l'art, souvent, on est passé de la représentation à l'objet. Ce petit mètre carré de blé qui a poussé dans quantité de lieux dédiés à l'art a fait réfléchir. Et il a fait réfléchir parce que les artistes ont eu l'idée de quantifier tout ce qu'ils ont été obligés d'apporter et que d'ordinaire la nature nous offre. Ce petit mètre carré de blé, pour pousser, être récolté, faire 1 kilo de farine, a nécessité énormément d'apports en eau, en nutriments, en électricité pour la ventilation et pour simuler le soleil, puisque ici nous sommes en intérieur. Au final, le kilo de farine, au lieu de coûter à peu près 1 euro dans nos supermarchés, ça serait plutôt aux alentours de 400. Ça nous fait réfléchir évidemment sur la question de comment se passer de la nature, je plaisante, pardon Gilles Boeuf, mais aussi de penser à d'autres façons de penser l'agriculture, y compris avec ces techno-solutionnistes, on en parle aujourd'hui ici justement, voudraient nous dire qu'il y a des solutions où on peut se passer finalement de ce que la nature nous offre. On n'en est évidemment pas tout à fait convaincu. Évidemment que c'est intéressant de faire pousser un peu de tomates sur nos balcons dans le 7e arrondissement, mais c'est pas forcément ça qui va changer le monde et qui va nous permettre de nourrir 8 milliards de personnes. Je me suis dit que j'allais montrer aussi ce robot. Ce robot qui, dans l'agro-industrie, ne servirait à rien. D'abord, il a une tâche ridicule et en plus, il est d'une lenteur absolue. Et aujourd'hui, les robots doivent aller de plus en plus vite pour classer, classifier, standardiser. Ce robot, je l'ai présenté de Samuel Saint-Aubin au Centre culturel coréen il y a déjà quelques années. Je l'avais vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'idée de l'artiste? À gauche, une forme de chaos inorganisé par la médiatrice ou le médiateur qui régulièrement devait mettre du désordre dans le riz. À droite, la machine a fait son travail et elle a posé chaque grain de riz de gauche à droite avec des composants électroniques qui tous sont visibles. On ne veut pas nous mentir. Ça, c'est bien aussi parce qu'avec l'IA, aujourd'hui, il y a la boîte noire et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'artiste s'est dit « je vais créer de l'ordre pour remplacer le chaos », comme finalement les gouvernements le font, parfois avec un peu trop d'ordre. Il s'est dit qu'il allait préserver l'orientation spécifique à chacun des grains de riz. Finalement, c'est le gouvernement idéal, qui mettrait de l'ordre à la place du chaos, mais qui respecterait les individus. Ou alors, ça m'a fait penser en venant ici, parce que finalement, le contexte nous fait envisager les choses un petit peu différemment. Une barquette que j'achète en bas de chez moi pourrait très bien avoir une tomate qui serait un peu moins ronde ou un peu plus allongée parmi les rondes et que sais-je. Et puis, je me suis dit, puisqu'on vient d'évoquer la vision industrielle, il y en a partout, il y en a évidemment beaucoup aussi dans l'industrie agroalimentaire. Ces artistes-là travaillent sur la vision industrielle. C'est même au cœur de leur œuvre. Shin Son-bak, Kim Yong-hoon, 2 Coréens, à Séoul. Ils ont commencé par photographier des arbres fruitiers, des fleurs, pas n'importe lesquels. Là-bas, en Asie, on aime beaucoup les cerisiers en fleurs. Et je crois que c'est des cerisiers en fleurs, même si là maintenant, qui va nous dire oui, Dominique, c'est des cerisiers en fleurs. On ne peut pas les reconnaître. Tout simplement parce que l'artiste a commencé par présenter ces fleurs magnifiques et puis les ont déstructurées progressivement, de façon à ce que finalement, nous humains, on y reconnaisse de l'abstraction. Ça m'a fait penser d'ailleurs à cette œuvre de Magritte que tout le monde connaît, « Ceci n'est pas une pipe ». Je me souviens de mon cours en école d'art, où mon prof, Borgeot, pour ne pas le citer, nous avait dit « Mais Dominique, tu nous dis que c'est une pipe, prends-la et fume ». Non, c'est une image, c'est l'image d'une pipe. Ici, ce n'est même plus l'image d'un cerisier. Pourtant,
la vision machinique de Google à l'époque, qui évidemment a encore bien évolué, à 95, 96, 97% reconnaît des fleurs. Qui ici aurait reconnu des fleurs ou des cerisiers? Sans doute peu de gens. Peut-être la couleur, le ciel. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit la différence entre la vision, ce qu'on appelle la vision machinique, c'est comme l'intelligence artificielle. L'association de ces deux mots dans les années 50 qui font rêver. Beaucoup disent aujourd'hui qu'on pourrait parler au maximum d'intelligence augmentée. Souvent, les mots sont porteurs de magie et évidemment aussi, peut-être beaucoup, en art. Ce que nous dit cette œuvre, c'est la différence qu'il y a entre la vision humaine, le regard, l'observation, et la vision de la machine, entraînée par des humains. L'idée n'étant pas de savoir qui voit le mieux, que voient ces deux entités, mais plutôt de penser la différence. Et je pense que mieux on connaît la machine et son fonctionnement, mieux finalement on peut vivre avec, plutôt que d'essayer de refuser ce qui se passe aujourd'hui. Ah, celles-là, je l'adore aussi, en fait, je les adore toutes. Je commence en tant que critique et surtout commissaire à travailler avec mes yeux. Il est vrai que quand, en plus, ça me fait rêver, et c'est ce que j'essaye de faire ici, et voir, c'était le titre de la conférence, comment, avec les arts et les technologies, on peut élever les consciences. C'est un peu prétentieux, mais ce qui renvoie au fait que, entre art et technologie, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés. De toute façon, l'art a toujours été fait de société, l'art contemporain tout particulièrement. Je l'ai appris. Cet arbre au milieu, c'est un e-woody. Je le sais depuis que j'ai découvert l'œuvre. Avant, je ne le savais pas. D'ailleurs, tout ce que je le sais au travers des artistes et des œuvres qui me forcent à aller acheter des livres, en lire des fragments, y revenir, me tromper parfois et me dire « Ah oui, c'était ça ». Ce e-woody a été découvert, je crois que c'est 1895, quelque chose comme ça. En tout cas, au moment où il a été découvert par un chercheur en forêt, en Afrique du Sud, c'était aussi le seul e-woody, et puis il a disparu ce e-woody. Et ils ont eu l'agilité de prélever quelques pousses et de le faire pousser dans quelques jardins botaniques à l'international. Donc il ne reste actuellement que quelques pousses. J'ai appris qu'avec un mâle, on ne pouvait avoir que des pousses mâles. Dites-moi si je me trompe, merci. Donc il reste quelques mâles. La question c'est, et s'il restait une femelle de e-woody perdue dans la nature, seule en Afrique du Sud, dans cette espèce d'étendue de canopée? Alors l'idée des artistes de Sealab, c'est d'avoir renseigné une IA avec des images génératives de e-woody qui n'existent plus, faites d'après ces quelques e-woody qu'on a dans quelques jardins botaniques, heureusement qu'on en a gardé quelques-uns, pour aller chercher cette femelle solitaire qui pourrait réactiver l'espèce qui est considérée aujourd'hui comme éteinte. Il y a de vous à moi ici quelque chose d'un peu désespéré, de très poétique aussi d'ailleurs, mais un peu désespéré à chaque fois que nous en sommes, on en parlait tout à l'heure, à chercher le dernier spécimen pour se rendre compte que finalement, peut-être, le dernier spécimen, on l'a connu. Il y a quelque chose de désespérant qui nous dit que sans doute, il vaudrait mieux prendre soin. Dans l'art, curator, ça vient de curare, donc prendre soin. On devrait prendre soin justement de ces espèces avant qu'elles disparaissent et qu'on ait l'idée de les réactiver d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ils réfléchissent à d'autres solutions. Ça, c'est Soudan. Pareil, je ne connaissais pas Soudan. On n'est peut-être pas beaucoup à connaître Soudan. Par Alexandra Daisy Ginsburg, elle a créé cette œuvre qui s'appelle The Substitute, celui qui se substitue. L'image, comme tout à l'heure, du réel, l'image est en 3D, c'est un rhinocéros, il est magnifique. Au début, on le découvre dans une boîte blanche, le white cube de l'art contemporain de toutes les galeries, avec le parquet, les murs blancs, les fenêtres ont été obturées, on sent encore la peinture blanche de la veille. Ce rhinocéros en 3D, artificiel, de synthèse, de l'avant des images d'intelligence artificielle générative, il a été créé à l'image de Soudan. Ce rhinocéros qui a disparu, je crois que c'était vers les années 2018, juste avant que l'artiste n'ait l'idée de créer cette œuvre. Et puis des chercheurs, évidemment passionnés, ont décidé de garder son matériel génétique. J'ai appris qu'il y avait des banques de matériel génétique dans quelques endroits dans le monde. Ont été prélevés donc ce matériel génétique dans l'idée de peut-être relancer, puisque c'était le dernier rhinocéros blanc, mâle du Nord. L'idée de peut-être relancer l'espèce, qui nous renvoie évidemment à Jurassic Park, où on pourrait comme ça recréer des espèces avec quelques fragments. Rien n'est moins sûr du reste.
Et il reste là, à l'inverse de tout à l'heure, quelques femelles, mais qui sont toutes de sa descendance. Il y a de fortes chances que finalement, cette espèce aussi disparaisse. Possiblement, un jour, nous aurons les technologies de la réactiver. Ne serait-il pas temps d'éviter, en tout cas, au moins pour les rhinocéros blancs du Sud, d'éviter à ce qu'ils disparaissent, ce qui permettrait de ne pas se poser les questions de sa réactivation. D'ailleurs, dans l'œuvre, on entend un bruit, on devine au début, progressivement, au travers des gros pixels, ou voxels, on dit en 3D, et puis on comprend que c'est un rhinocéros, et à un moment donné, on est face à lui. Et il est à taille 1-1, c'est-à-dire qu'on est en face. Et sans doute qu'on a plus d'empathie quand on a vu, quand on est en face, que quand c'est au travers d'un écran, sur Internet ou ailleurs. Ça, c'est sur la neutralité computationnelle. Tout ça est plus ou moins lié, en tout cas ça l'était dans mon esprit, mais on arrive finalement aux catastrophes, à l'écologie, d'un point de vue mondial. Le titre du TEDx, Réparer le monde, on essaye aussi en art au moins de sensibiliser. En réparant le monde, peut-être que les scientifiques le réparent davantage. En tout cas, toutes et tous, nous avons au moins le mérite de se poser la question. Évidemment que l'IA est une partie du problème, du fait que les data centers, ça demande beaucoup d'électricité, ça demande à être réchauffé, ça demande de l'eau, enfin c'est très énergivore. Possiblement aussi une part de solution, parce qu'on peut aussi en IA solutionner des problèmes complexes. Ici, le socle, c'est le socle d'une œuvre d'art, c'est le même socle que l'on verrait au musée Rodin ou au Louvre avec de la statuaire grecque ou romaine, mais dessus des composants électroniques. Des composants électroniques en mode open source, les artistes sont très sensibles à ces questions. D'un supercalculateur de 2016, sans doute aujourd'hui serait-il remplacé par nos téléphones, peut-être, j'exagère, mais il était très puissant à ce moment-là. La puissance nous induit à penser qu'avec une telle puissance, la machine ne peut avoir que raison, d'autant plus qu'elle a été programmée par des éminents ingénieurs. Et là, il s'agissait de Tega Brain, Julian Oliver et Brent Stollen. Ils ont travaillé sur un modèle d'IA pour trouver des solutions, et le titre, de réparer le monde. Mais finalement, les solutions d'une écologie idéale, en se moquant finalement des questions géopolitiques, par exemple. Peut-on encore le faire? Rien n'est moins sûr. On va en parler surtout aujourd'hui, peut-être. Et donc, la machine trouve des solutions. Tiens, ici, on pourrait déplacer une rivière. Tiens, là, on pourrait dépasser une frontière. Vous me direz, c'est véritablement tendance cette semaine que de déplacer les frontières. On y travaille, ou certains y travaillent. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça pose la question de la neutralité computationnelle, donc de la neutralité des technologies. On a longtemps considéré que les techniques ou les technologies, finalement, sont neutres et qu'elles ne dépendent que de la manière dont on s'en sert. Aujourd'hui, on y revient et on se pose la question de leur véritable neutralité. Quoi qu'il en soit, la part humaine fait que de toute façon, on le sait, de la façon dont on les entraîne ou les utilise, elles ne sont absolument pas neutres. Et là, on s'en rend compte avec les solutions proposées, qui d'ailleurs sont assez drôles. Et dans le monde de l'art, encore une fois, on s'amuse des solutions proposées par une machine, finalement, en mode lâcher-prise des artistes qui lui donnent cette autonomie. Ça, c'est le Yangtze, que je n'ai jamais vu en vrai. J'ai vu quelques images. Et j'en ai entendu parler par Chunhua Catherine Dong, que j'ai présenté à plusieurs reprises. Ici, cette œuvre-là, sur des grands murs LED, à l'occasion du sommet de l'IA, où on a réuni quantité de grands de ce monde, des entreprises et des gouvernements, pour essayer de penser le futur du monde avec l'IA. Je me suis dit que j'allais mettre des œuvres venant du monde entier, et peut-être aussi des œuvres qui posaient des questions. Chunhua Catherine Dong, elle vit aujourd'hui au Canada, à Montréal. Mais son enfance, elle l'a vécue sur les bords du Yangtze, ce fleuve dont on apprend qu'il est, je crois, le plus long et un des plus puissants, indomptable, pensait-on. Et on sait que la mémoire, parfois, nous fait défaut. Au fil du temps, des années, sans doute un peu plus, elle nous fait défaut, et qu'on a tendance à les combler, et que finalement, chez le psychanalyste, on ne sait plus démêler, j'ai presque envie de dire, le vrai du faux, ou plutôt la mémoire et l'imagination. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les IA qui ont tendance à se nourrir de leurs propres travaux. Et on parle là de boucle de récursion.
Le Yangtze ici sort de son lit. Alors je me suis documenté comme d'habitude, justement pour venir ici, et j'ai découvert que le Yangtze était sorti de son lit en 58, et il y avait eu quand même 30 000 morts et des millions de sans-abri. Alors on s'est dit il fallait trouver une solution, peut-être avec un barrage, peut-être que ça allait proposer différentes solutions, certainement aussi générer des problèmes. Ce projet de barrage, il a mis 80 ans avant de se faire, et je crois savoir que c'est Mao Tse-tung qui, à un moment donné, a activé le projet. Donc, il y a eu le barrage des Trois Gorges. Barrage, un des plus grands barrages au monde. On dit, moi ce que j'aime, c'est les histoires, finalement, plus que le réel. On dit qu'il aurait pu, en tout cas, du fait de la masse d'eau qui est retenue, allonger d'une manière infinitésimale nos journées. Je trouve l'idée étrange, mais je l'ai pris. Et puis, lors du moment où le barrage a été construit, je crois que c'est 1,8 million de personnes déplacées, ce qui pose encore des questions entre la décision du computer, la décision d'un gouvernement, et peut-être que c'est comme tout à l'heure, un petit peu dans l'entre-deux qu'on peut trouver des solutions qui seront plus acceptables. Je pense là à l'ordre avec sa part acceptable de désordre. Ça, c'est Louis-Paul Caron, artiste émergent. Il vient d'avoir 30 ans. Cette image, cette œuvre, je l'adore. Et d'ailleurs, je vais la présenter prochainement, dans 2 mois, au pavillon français de la Biennale de Malte, en installation immersive, en respectant le lieu, sans apport de l'œuvre, sans transport, juste avec des vidéoprojections de ces images pensées à l'ère de l'IA, avec de l'IA, avec des styles qui s'assemblent et qui se rejoignent. Des arbres du XVIIe, une scène possiblement empruntée au cinéma ou à la peinture réaliste américaine ou à la photographie de grand format. Et ce qui était intéressant dans ces flammes, c'est qu'il y a quelque chose d'un tantinet artificiel, un je ne sais quoi d'artificiel, qui finalement donne peut-être aussi son caractère à l'œuvre. On se rappelle, 2002, Jacques Chirac, Johannesburg, le sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'est exactement ce que fait ce couple-là. Il regarde ailleurs, alors que derrière c'est un feu. D'ailleurs, on a été obligé de rebaptiser les feux en méga-feux tellement ils sont grands. D'ailleurs, on a des méga-feux et des méga-inondations justement actuellement du fait de nos comportements de citoyennes et de citoyens et de gouvernants. L'idée, sans doute, c'est de passer de l'inaction climatique à l'action, ne serait-ce que nous, en classant nos déchets ou avec d'autres actions. Voilà. Ma conclusion, c'est que toutes et tous ensemble, on peut faire des micro-actions pour que, en grand, ça se voit. Un grand merci à vous.